C'est Alsace Matin, 10h09, invité également de cette émission du jeudi 22 septembre. Eh bien Magali Lettler, vous êtes comportementaliste, animalier. Alors votre enfant vous réclame depuis très longtemps un petit chien, un chiot. Ça y est, vous avez décidé de craquer. On va essayer de vous aider à vous rendre la vie, on va dire, la plus agréable possible. Oui. Alors le petit chiot, on va le chercher, on vient de l'adopter. Quel est le premier geste finalement effectué quand on arrive au sein de sa maison, de son appartement? Tout d'abord, il ne faut pas oublier qu'entre le chien et le loup, il y a 0,3% dans leurs ADN de différence. Donc tout canidé va réagir comme un loup à l'état naturel. C'est un animal de meute qui vit en société. Vous sortez d'une fratrie pour le mettre chez vous. Ouais. Donc les gens de la maison vont devenir la meute du petit chien. Il vaut donc mieux que ce soit les parents qui prennent la place de chef de meute si on ne veut pas aller au-devant de problèmes avec le chiot. Donc la première des choses à faire, c'est ce qu'on a vu avant, c'est on ne laisse pas découvrir le territoire au chiot tout seul, on le prend en laisse, on lui fait découvrir la maison. Ensuite, on peut lui montrer tout de suite les pièces interdites. Il comprendra très rapidement que là, dans cette chambre-là, tu n'as pas le droit d'aller. On va lui montrer, mais on dit pas là-bas ou non, et puis voilà, et puis on lui montre le reste en laisse toujours, parce que ça nous positionne en alpha, en tant que chef de meute par rapport au. On ne les prend pas dans les bras, les chiots. Non, il vaut mieux les faire marcher, ils ont des pattes, c'est pour marcher. Donc il faut vraiment déjà expliquer tout ça aux enfants en leur disant attention, ce n'est pas une peluche, c'est un animal, il y a des règles à respecter, des comportements aussi à adopter avec lui. Alors ensuite, par exemple, l'alimentation, comment ça se passe? Il doit manger avant, après, en même temps que la famille? Par rapport à l'alimentation, la famille mange en premier, le chiot mange toujours après. On reproduit le schéma naturel, le chef de meute mange en premier, les autres mangent après. Donc on termine le repas et ensuite on pose la gamelle au chien. Oui. Ça c'est une des règles principales à adopter. Ensuite il ne faut surtout pas permettre au chiot de mendier à table, de quémander à table. Il faut bien briefer les enfants, ne lui donnez rien à table, ne laissez pas tomber de petits bouts. Non, le chien il doit rester couché calmement sans embêter. Même s'il réclame, même s'il pleure, il est hors de question. Non, là, il faut rester très ferme. Bon, ensuite, il y a j'imagine, la gestion aussi des contacts. Le petit chiot, on a envie de le caresser, de l'embrasser. Comment on fait? Est-ce qu'on peut le prendre tout le temps dans les bras ou pas? Le chiot a besoin de beaucoup de câlins, de beaucoup de contacts, de beaucoup d'affection, mais il faut les gérer. À chaque fois que le chien vient ou le chiot vient pour solliciter des caresses, des câlins, du jeu, il ne faut pas y réagir, il faut rester neutre. Dès qu'il passe à autre chose, à ce moment-là, on l'appelle, on le caresse, on le câline. C'est comme dans la nature, vous ne verrez jamais un loup alpha se faire sauter dessus par les membres de sa meute et se faire solliciter, dis donc, viens jouer avec nous. Non, 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 c'est alpha qui décide quand il va caresser, quand il va jouer et quand il arrête. Et en respectant ça, on a déjà un bon départ dans la vie du chiot. C'est le contraire des humains finalement, le rapport homme-femme. Bien sûr. Vous étiez d'accord avec moi. On parlait de l'espace tout à l'heure, de la gestion de l'espace. Donc quand il arrive, on lui fait découvrir l'appartement, la maison avec la laisse. Ensuite, il doit
avoir son endroit à lui, on peut le laisser dormir, aller sur le canapé, le Non, lit. pas tout à fait. Alors déjà, tout ce qui est chambre à coucher, ça doit être interdit au chien. Sinon, automatiquement, il va se sentir au moins à l'égal du maître, voire prendre des prérogatives de dominant face au maître. Et là, c'est pas bon du tout. Donc, les chambres à coucher sont interdites. Il faut éviter de mettre le chien aussi dans un couloir ou près de la porte d'entrée pour qu'il puisse surveiller les entrées et sorties du territoire. L'idéal, c'est un lieu non stratégique d'où il ne peut pas surveiller les entrées et sorties de la maison, d'où il ne peut pas surveiller les allées et venues du maître. Il ne faut pas non plus laisser tout le temps suivre le chien partout. C'est le maître qui gère les déplacements et non l'inverse. Ce n'est pas au chien d'aller vous suivre, ce n'est pas de l'affection, c'est le chien, il vous surveille en fait quand il vous suit trop partout. D'accord, on comprend mieux certaines choses. En fait, voilà. Et puis après, comme on disait, c'est les 2 premières années de la vie du chien qui sont les plus importantes. Si on alterne tendresse et fermeté pendant ce moment-là, après ces 10 ans de bonheur au moins, si on rate les 2 premières années, c'est là qu'il y a de gros problèmes. Très bien, mais merci beaucoup Magali pour tous ces conseils. Évidemment, vous pouvez nous poser des questions sur alsacematin@francetv.fr si vous avez des questions à poser, notamment à nos invités experts. Delphine de Vigan, vous avez un animal de compagnie chez vous ou pas? Non, j'habite Paris et dans un appartement, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mes enfants me réclament très régulièrement chien, chat, poisson, tortue et, et autres hamsters. Mais pour l'instant, non, le chat, de toute façon, je suis allergique, donc je peux pas. Mais un chien, c'est vrai que si j'habitais à la campagne, j'aimerais beaucoup avoir un chien. Est-ce que vous pourrez déjà leur expliquer comment on doit faire quand on a un petit chiot dès le départ. Vous êtes à Strasbourg déjà depuis hier mercredi, puisque vous étiez à la rencontre de... A tout de suite, Régine. Magali Lettler est également avec nous aujourd'hui, comportementaliste animalier. Mathieu Katsoulis, vous avez 3 enfants, c'est ça, 2 filles et un garçon. Est-ce que vous avez des chiens également à la maison? J'ai 2 chiens. Donc ce que Magali va vous raconter, ça va sans doute vous intéresser, puisque le petit chiot, on s'en souvient, à 15 jours, est arrivé à la maison. Vous avez expliqué comment faire pour qu'il trouve sa place au sein de la famille. Aujourd'hui, on va parler de la propreté du chiot. Tout à fait. Donc le chiot arrive, il a à peu près 2 mois. Oui, c'est l'âge idéal pour adopter un petit chiot. Donc en fait, quand on prend le petit chiot à 2 mois, forcément, il n'est pas propre. C'est comme un bébé. Il ne peut pas, en pleine journée, le chiot, il peut tenir 1 heure maximum sans faire pipi et la nuit de 3 heures. Donc il va falloir lui apprendre à être propre et le sortir régulièrement. Le chiot va naturellement ne pas faire dans son nid, c'est-à-dire dans l'endroit où il dort. Donc, le propriétaire, de lui apprendre que toute la maison, en fait, ou que tout l'appartement, c'est son nid et qu'il n'a pas à faire ses besoins là, qu'il va falloir sortir. Donc, pour faire ça, il va falloir... Il faut déjà être très présent, être oui. tout le temps à côté de lui, pratiquement. Pas tout le temps, non. Il faut aussi le laisser dormir aussi. Le chiot, il a besoin de beaucoup dormir pour pouvoir se développer. Mais en fait, pour apprendre au chiot à être propre, c'est relativement simple. Il va falloir le sortir à chaque fois après qu'il se réveille. Dès qu'il a fini de manger, il faut le sortir. Dès qu'il a fini de jouer. En fait, à chaque fois que le chiot passe d'une phase à une autre, il faut le sortir pour lui faire comprendre qu'il doit faire ses besoins dehors. Naturellement, on le félicite quand il fait pipi caca dehors. On ne le gronde pas. Bon, si jamais il y a un accident, alors, il a fait pipi dans la chambre à coucher non, il ne vaut mieux pas dans la chambre à coucher. La chambre est interdite. On a vu ça il y a... Donc, si jamais il a fait dans le salon, s'il a fait dans le salon, la porte était ouverte, il est rentré. Voilà, il est rentré, il a fait pipi. Dans le salon, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Si on n'a pas surpris le chiot sur le fait, on ne le gronde pas. C'est un non-sens pour le chiot, ça ne sert à rien de gronder un chiot qui a fait pipi alors qu'on ne l'a pas vu faire. Par contre, si on surprend le chiot en train de s'accroupir et de vouloir faire pipi, là on le prend directement par la peau du cou, on lui dit non, pas ici, enfin on le prend et on le sort. En principe, le chiot il arrête de faire pipi quand on le soulève et quand on l'emmène dehors. S'il continue, ma foi, tant pis. Et s'il termine dehors... là, on le félicite chaudement. Il va vite comprendre que dedans, il se fait gronder et dehors, il va faire ses besoins dehors. Autre astuce pour inciter le chiot à faire ses besoins dehors, on peut ramasser, jamais en présence du chiot, l'urine ou les excréments, les mettre à l'extérieur. Comme ça, le chiot va retrouver ses odeurs à l'extérieur et saura par là où il doit aller faire ses besoins. Et le chiot, après... est autonome, on va dire, vers 6-7 mois à peu près. Vers 6 mois, le chiot arrive à tenir quelques heures.
Après 7 mois, si le chiot n'est toujours pas propre vers 7-8 mois ou à l'âge adulte, là, c'est qu'il y a une pathologie comportementale. Et là, il faut aller consulter quelqu'un. Il faut aller voir ce qui se passe, parce que là, il y a un trouble du comportement. Pour le propriétaire du chien. Oui, enfin, les deux doivent aller voir le propriétaire avec son chien. Le comportement animalier, c'est un sujet qui vous intéresse, je crois. Moi, j'ai vécu un petit peu à Los Angeles et là-bas, j'ai rencontré un homme qui est devenu un ami très proche et qui éduque les chiens d'une manière très, très spécifique. Et il m'a appris l'éducation canine. Et il y a une jolie histoire avec lui. Il a un enfant qui est autiste. Et qui est né autiste, et il a éduqué avec les mêmes techniques qu'il utilise pour les chiens. Et il a réussi à complètement rêver le môme qui aujourd'hui a 10 ans et est dans une école normale et complètement, quasiment normale. Parce qu'il a stimulé, comme il a stimulé un chiot et comme il a stimulé ses chiens. Voilà. Il a joué d'une manière animale avec lui et c'est ce que le gamin... Merci beaucoup, Régine. Et après les vers de terre, nous allons passer aux chiots et aux chiens. Grâce à vous, Magali Letler, mieux comprendre les animaux qui nous entourent, c'est votre métier. On va parler aujourd'hui des peurs et des craintes des petits chiots. Tout se joue finalement dans une période, le début de leur vie, entre 15 jours et les 3 premiers mois. Voilà, en fait, tout le caractère du futur chien adulte va se mettre en place entre 15 jours et 12 semaines, c'est-à-dire 3 mois. Dans cette période-là, il faut que le chien acquiert un seuil d'homéostasie sensorielle relativement élevé. C'est quoi le seuil d'homéostasie sensorielle? C'est une espèce de base de données que le chiot va acquérir, va se mettre en place, auquel il va pouvoir se référer toute sa vie. C'est-à-dire qu'il faut une vie active plus importante? Voilà. Plus le chiot va vivre d'expériences positives, j'insiste bien sur le positif, il ne faut pas qu'il ait de traumatisme dans cette période-là, sinon c'est l'effet inverse. Plus, après, adulte, il se dira « Ah bah tiens, cette situation, j'ai pas besoin d'avoir peur de ce truc-là, ça ressemble à ce que j'ai vécu chiot. » Plus le chiot va vivre d'expériences et de situations nouvelles bébé, plus vous aurez un chien stable et équilibré adulte. Donc l'idéal, c'est de le mettre en contact avec des enfants, avec les bruits des klaxons de voiture, avec la machine à laver qui tourne. Tout à fait. Coup de feu, si par la suite le chien est amené à ne pas avoir peur du coup de feu, aspirateur, sèche-cheveux. Plus tôt on met le chiot en contact avec ces bruits-là, plus il s'y habituera, plus adulte il saura faire face à ces situations nouvelles qui peuvent être à l'origine de certaines craintes et phobies. Justement, si on a raté cette étape, si au bout d'1 ou 2 ans, on se rend compte que notre chien, il a peur de tout, peur de la sonnette, peur du bruit d'une portière qui claque, qu'est-ce qu'on peut faire? Et qu'est-ce qu'il faut faire tout d'abord? Alors là, il va falloir désensibiliser le chien. Désensibiliser le chien, c'est-à-dire l'habituer progressivement à ne plus avoir peur de ces sources phobiques. Alors comment est-ce qu'on désensibilise un chien ou un chiot? Première étape, il ne faut jamais rassurer un chien ou un chiot qui a peur. Le maître est le pôle référent du chien, le pôle positif du chien. Donc si le maître n'a... Voilà, c'est alpha, comme on avait vu précédemment. Si le maître n'a pas peur, le chiot n'a pas, ou le chien n'a pas lieu d'avoir peur. Donc, exemple typique, le tas de bois dans la forêt avec une grosse bâche plastique par-dessus, que le vent bouge, ça claque dans tous les sens. Le chien, il ne veut plus avancer, il est réticent. Le maître, surtout, il ne le caresse pas, il ne le rassure pas. Il le prend au pied, il avance et il repasse devant le tas de bois. S'il faut passer 10 fois jusqu'à ce que le chien passe naturellement, on passe 10 fois. Une fois que le chien passe naturellement, on le fait approcher la source phobique, renifler la source phobique, voire jouer avec, pour qu'il voit qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il ne faut pas oublier, un chien qui a peur va vouloir fuir. S'il ne peut pas fuir, il va attaquer. Donc, d'où l'importance d'avoir un chien bien équilibré dans sa tête, qui a le peur de moins de choses possibles. Si vous avez un chien adulte qui a peur de bruit, orage, coup de feu, pétard, mobilette, ce qui arrive très souvent. Voilà, on va le désensibiliser au bruit. Une désensibilisation sonore, en fait, ça consiste à enregistrer le bruit phobique et à le passer en sourdine pendant une phase de jeu. Il faut d'abord commencer à jouer avec le chien. Ensuite, on met le bruit en route, mais tout doucement, à peine audible. On augmente progressivement. Dès que le chien a une réaction de peur, on diminue de nouveau. Et surtout, on arrête l'enregistrement avant d'arrêter de jouer. Si on arrête de jouer et qu'on arrête le bruit phobique après, le chien n'osera plus jouer. Donc ça, c'est une désensibilisation sonore par habituation. Quasiment toutes
situation phobique du chien est possible à désensibiliser. Après, si votre chien souffre de pathologies un petit peu plus avancées, il faut aller voir un comportementaliste, un spécialiste. Dominique Fourmans, vous avez appris beaucoup de choses. Hein. Ah oui. Vous avez un chien? Oui, j'ai un petit chien qui parfois... Voilà, maintenant je sais ce qu'il faut faire. Je vais enregistrer les bruits et je vais le lui diffuser. Je vais prendre 3 mois de congé. Je suis resté à la maison pendant 3 mois. Non, mais c'est à faire régulièrement en jouant avec le chien si c'est des bruits dont il s'agit. Il a peur de quoi, votre chien? Pardon? Il a peur de quoi? La nuit, il a parfois peur d'ombre qu'il voit au loin, comme ça. Alors il fait demi-tour. La solution, en fait, plutôt que le désensibiliser, on l'attache en laisse et on tire. Mais ça, c'est très bien, surtout pas rassurer le chien. Si on rassure le chien, en fait, en langage chien, ça veut dire « Ah ben mon maître, il me félicite puisqu'il me caresse, donc j'ai eu la bonne attitude, donc je continue à avoir peur. » Il faut rester le plus neutre possible. Un coup de pied dans les fesses et on avance. J'ai pas dit ça, mais bon, on va vous mettre en contact évidemment après l'émission, mais Magali Letler va vous donner un sacré coup de main. Fini les promenades le soir un peu galère, vous allez voir. Merci beaucoup Magali d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je voudrais vous proposer à présent de découvrir des personnes qui ne rêvent d'un boulot comme ça, franchement. Merci Régine et à tout de suite. Place à présent à notre expert du jour, Magali Letler. On va parler, Magali, donc je le disais tout à l'heure en présentation de cette émission, d'anxiété de séparation avec les chiens. C'est un trouble du comportement. Ah oui, c'est un trouble du comportement qui peut être relativement gênant pour le propriétaire, puisqu'étant donné que le chien qui souffre d'anxiété de séparation, il a un hyperattachement envers le maître, il ne supporte pas que son être d'attachement s'en aille et qu'il soit loin de lui. Donc ça va se traduire de plusieurs façons. La plus simple, c'est qu'il va émettre des vocalises, des pleurs, des hurlements, des aboiements intempestifs quand le propriétaire part. J'ai l'impression de vous voir le matin. C'est agréable. Je pense à mes enfants, moi. Désolée. Oui. Jusque-là, ça va. Oui, jusque-là, ça va. Après, sauf pour les voisins. Oui, sauf pour les voisins. Bon, ça peut passer. Oui. Par contre, il y a des choses beaucoup plus gênantes qui sont que le chien qui souffre d'anxiété de séparation, il va démonter la maison. Il va tout casser. Ça peut aller jusqu'à creuser des trous dans les murs, creuser la porte, casser des portes pour pouvoir s'échapper, pour pouvoir rejoindre l'être d'attachement. Donc destruction massive. Et également, il va faire ses besoins partout. C'est des besoins faits par anxiété. Donc c'est du pipi partout, il va marcher dedans, il va l'étaler sur toute la surface où il se trouve. C'est un vrai cauchemar. Des cacas d'anxiété, donc soit dur, piétiné, écrasé, tartiné partout, ou alors mou. Mais c'est simplement parce que le maître est parti. Parce que le maître ou l'être d'attachement est parti. Donc sorti de la maison, voilà, ou juste changer de pièce. Ça peut aussi se manifester quand on change de pièce. C'est plus rare, mais c'est surtout quand la personne, l'être d'attachement, quitte le domicile. Alors il y a aussi des hyperattachements envers d'autres animaux de la maison qui peuvent se créer, mais ça c'est annexe. Et comment justement on peut éviter ça? Alors il y a une façon toute simple d'éviter ça, c'est d'apprendre au chiot déjà à rester seul, de mettre en place le détachement. À l'état naturel, le chiot est naturellement attaché envers la maman, donc quand on adopte le chiot, ce lien se rompt. Et il y a un deuxième attachement qui se met en place envers le propriétaire, heureusement, pour mettre en place tous les apprentissages. Sauf qu'à l'état naturel, la mère détache son chiot entre 6 et 10 mois. Si le propriétaire ne le fait pas, il va y avoir des pathologies. Donc il va avoir un chien adulte avec dans sa tête un chiot. Donc un chiot dans un corps d'adulte. Du coup, tous les troubles. Pour éviter ça, il va falloir bien gérer les contacts, comme on avait déjà vu précédemment lors de l'acquisition du chiot. Bien gérer l'espace, ne pas permettre au chien de suivre systématiquement le maître partout, lui fermer des portes au nez. Et alors, surtout, lui apprendre la solitude qui n'est pas naturelle pour le chien. Donc ça va se faire de la façon suivante. On est dans une pièce avec son chien, en train de faire une activité. Surtout quand on part et quand on rentre, il n'y a pas de rituel de bonjour ni d'au revoir, on ignore le chien. Donc on est dans la pièce avec le chien, on va sortir 30 secondes de cette pièce, on revient, on retourne à son activité. Puis on sort 1 minute,
puis 2, puis 3, et puis de nouveau 1 minute, et 5, et 6, et 10, jusqu'à arriver à 20 minutes, une demi-heure, tout en étant dans la maison. Si là, le chien ne manifeste pas de stress, de hurlement, il n'a pas envie de vous suivre, on passe à l'étape suivante, qui consiste à faire exactement le même détachement, mais en quittant le domicile. Donc on s'habille comme si on voulait partir, veste, clé de voiture, sac, mais on va juste sur le pas de porte, et on revient. Puis on sort 1 minute et 2. Ça, c'est si tout va bien quand on le fait au départ. Ouais. Et si après, si c'est un chien qu'on adopte, parce que là vous parlez d'un chiot. Oui. Voilà, si c'est un chien qu'on adopte ou un chien adulte où on a laissé laissé s'installer l'anxiété de séparation, parce qu'il faut savoir que c'est un trouble du comportement qui ne s'arrange pas avec l'âge, au contraire, ça empire. Donc plus le chien vieillit, plus le trouble s'installe et plus ça empire. Donc si c'est un chien adulte, il va falloir mettre en place toutes ces règles-là, mais de façon draconienne. Et là, c'est pénible pour le maître parce que cet exercice de détachement, il va devoir le faire au quotidien et parfois sur plusieurs mois pour pouvoir réhabituer son chien à rester seul. Dans tous les cas de figure, ça se soigne. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Si des téléspectateurs reconnaissent leur chien, il va falloir consulter rapidement. Allez vous voir, par exemple. Allez voir Magali Leclerc. Merci Magali pour ces conseils. Vous avez remarqué, Alfonso, on a parlé de chien et pas de chat, parce que sinon vous seriez déjà accroché au projecteur. Parce que lui, il y a deux choses qu'il déteste, c'est les fromages et les chats. Oui, exactement. Voilà. On est pile dessus. On a commencé par les fromages et bonne matinée. 11 minutes, on va parler avec vous, Magali Leclerc, comportementaliste animalier du chien. Et donc on lisait tout à l'heure du trouble de l'insertion hiérarchique. C'est un petit peu compliqué comme terme, ça fait un petit peu peur, mais c'est tout simplement quand le chien n'est pas à sa place. Voilà. Donc en fait, le trouble de l'insertion hiérarchique, je pense qu'il faut commencer par expliquer aux gens comment on le détecte, quels sont les symptômes, qu'est-ce qui se passe. Alors c'est quand on est en présence d'un chien, par exemple, quand on rentre à la maison, il aura fait ses besoins à l'intérieur, mais ces besoins, ils seront faits dans des endroits stratégiques. C'est la première chose que les maîtres vont voir en rentrant. D'accord, donc il a fait vraiment exprès en plein milieu. Oui, c'est un vrai pipi exprès. Là, tiens, tu m'as laissé seule, voilà, caca, pareil. Donc ça, c'est une des significations. Ensuite, c'est un chien qui va tout casser à l'intérieur. Il va démonter... des portes, il va ronger des cadres de portes, il va prendre des objets, les déchiqueter, il va détruire le canapé. Il y a des choses qu'il va casser qui seront peut-être un petit peu moins flagrantes, torchons de cuisine, vêtements. Bon, donc il détruit quoi. Il détruit. Il fait ses besoins, il détruit. Et ensuite avec les enfants, avec les adultes, comment il est? En fait, avec les gens de la maison, il aura peut-être tendance, surtout les femelles, à s'approprier les enfants de la famille. Surtout si ce sont des petits-enfants. Donc, il ne va plus laisser les parents s'approcher des enfants. Il va grogner quand le papa va s'approcher ou la maman. Il va se mettre entre les personnes, même adultes, quand elles essayeront d'avoir un contact ensemble. Style, les parents, ils essayent de se coller l'un à l'autre sur le canapé. Il y a le chien qui va se mettre entre. Les parents, ils veulent prendre Vis ma vie d'enfer. Les parents, ils veulent prendre l'enfant sur les genoux. Le chien, il ne va pas être d'accord, il va se mettre sur les genoux, il va pousser l'enfant. On veut prendre le chat de la maison sur les genoux, il va grogner le chat. C'est super sympa si on a un Saint-Bernard, par exemple. Ah oui, ça peut, à la pousser à l'extrême. Ce sont des chiens qui veulent tout gérer. Et donc, dès qu'on ne fait pas attention à eux, dès qu'on ne fait pas ce qu'ils veulent, soit ils vont vous pincer dans les fesses, soit ils vont détruire quelque chose pour attirer l'attention, pour en fait transformer le maître en l'esclave du chien. Après, c'est des chiens, quand on ne fait pas ce qu'ils veulent, ou quand on les contrarie, ils peuvent être agressifs. Vous avez un chien, vous, Magali? Vous n'avez pas d'animaux? Elle n'en aura plus non plus. Après, ils ne sont pas tous comme ça. Terrorisés. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire, les solutions? Alors, les solutions, au préalable, c'est d'essayer d'éviter d'en arriver là. Donc, de mettre la hiérarchie en place au départ, comme on avait vu il y a quelques émissions pour le chiot, en fait. Mettre la hiérarchie en place au départ. Si, c'est un chien adulte qui a déjà tous ces symptômes-là, il va falloir mettre en place une thérapie de régression sociale dirigée. C'est un nom barbare, mais en fait, c'est assez simple. Il suffit de reprendre la gestion
de l'alimentation, c'est-à-dire le maître il va manger en premier, le chien il mange après. La gestion de l'espace, le chien il va pas dormir avec les maîtres dans la chambre à coucher. Il a pas à suivre le maître partout lors de ses déplacements chez soi, parce que ça c'est pas que le chien il aime ses propriétaires, c'est pour qui tu te prends, toi, sous fifre, d'aller là derrière sans que je te surveille et que je t'observe. Le chien, en fait, il l'observe et il surveille son maître. C'est pas par affection. Il va falloir éviter que le chien passe en premier les pas de porte. C'est le chef de meute qui passe en premier et les autres y suivent. Donc, c'est au maître de passer les pas de porte stratégiques en premier, etc. Et tout ça, on ne peut pas le faire, évidemment, seul. Il faut Ah, là, consulter, il faut être, vous appeler. Hein. oui, là, il faut être suivi, il faut être aidé par un comportementaliste, parce que mettre en place une thérapie de régression sociale dirigée sans professionnel qui aide, ça peut être dangereux. Parce que vous vous doutez bien que le chien qui est en petit chef à la maison, il ne va pas se laisser détrôner aussi simplement de sa place, de sa fonction. Et donc là, ça peut être vraiment dangereux. Ça peut... Souvent, le chien, il va essayer de reprendre sa place. Donc il y a un petit bras de fer qui se met en fait entre le maître et puis son chien. Et donc, il faut un professionnel pour aider, pour renforcer par de l'éducation, parce que c'est des chiens qui, en principe, n'écoutent rien, qui veulent pas se laisser promener en laisse, qui prennent la laisse dans la gueule. Ça me fait penser à Bertrand Julien, notre réalisateur, il a les mêmes symptômes. C'est ça. Ok, on va consulter pour lui aussi, quoi. Mais merci en tout cas pour... mais vous avez vraiment fait peur. Hein. Si un jour vous voulez prendre un chien, Magali, faites attention. Hein. Non, mais en fait, le chien, c'est le meilleur ami de l'homme. Ouais. C'est formidable, mais c'est vrai que mal géré, ça peut devenir cauchemar. Oui. Merci en tout cas de nous avoir évidemment accompagnés ce matin. Allez, on va quitter la France pour aller en Suisse, ou comme en France, on monte cette émission de la vie quotidienne, des animaux qui nous accompagnent avec vous, Magali Lettler. On va s'occuper du chien. Alors, quand un chien est angoissé, stressé, qu'il ne sait plus faire face à un problème, nous, humains, on ne le remarque pas forcément, et pourtant, on pourrait le détecter assez facilement. Alors, en fait, le chien, quand psychologiquement, il ne sait plus comment faire face à une situation, donc effectivement, quand il angoisse, quand il stresse, il va avoir ce qu'on appelle des activités de substitution. C'est-à-dire qu'il va se trouver autre chose où son esprit va pouvoir s'échapper dans cette activité. Activités de substitution qui peuvent être de l'hyperléchage, donc le chien qui se toilette plus, qui se lèche beaucoup les pattes, qui se lèche ailleurs, mais de façon excessive, pas normale, juste pour se nettoyer. Il va pouvoir se ronger, comme nous quand on se ronge les ongles. Ou alors se jeter sur la gamelle d'eau, c'est-à-dire avoir un comportement diptyque anormal, boire plus. Il peut avoir des troubles alimentaires également. Voilà, anorexie, boulimie. Donc dans un premier temps, c'est une activité de substitution qui ensuite, si on ne réagit pas à ce moment-là, va s'instrumentaliser, c'est-à-dire va vraiment s'installer pour finir par devenir carrément une stéréotypie. Et là, ça peut être très grave parce que là, c'est un cercle vicieux. L'animal ne pourra plus sortir de ce complémentaire. C'est comme un TOC, un trouble obsessionnel compulsif, c'est pareil. Tout à fait, c'est exactement la même chose, sauf qu'on n'appelle pas ça comme ça pour les animaux. Il est dans sa bulle. Il est dans sa bulle, il s'enferme de plus en plus. Et alors, c'est assez incroyable parce qu'il peut notamment avoir peur des reflets et de son reflet. Tout à fait. Alors ça, c'est quand un animal, au début, va se focaliser sur une petite lumière ou un petit reflet. Alors souvent les maîtres ils font la bêtise, ils jouent avec la lampe de poche ou le laser. Et puis si déjà le chien ou le chat est stressé, parce que ça atteint les chats aussi, l'animal il va se dire tiens, ça me fait sortir de mon stress. C'est donc une activité de substitution. À force, il va chercher la lumière. Quand le maître ne sera plus là avec sa petite lampe de poche ou son laser, il va se focaliser sur tout ce qui est reflet, sur tout ce qui brille. Et en fin de compte, c'est un animal qui ne pourra plus vivre autrement que par les reflets. Le chien, il va finir par lécher la véranda, par lécher le frigo, par être omnubilé par les reflets, les lumières. On ne pourra plus le sortir sans qu'il veuille se jeter sur les pare-chocs de voiture qui brillent. Comment est-ce qu'on fait pour arrêter tout ça? Alors, il faut aller consulter rapidement un comportementaliste pour trouver le pourquoi du comment. Parce que l'activité de substitution, certes, elle est là
il y a cette chose qu'on remarque, donc soit par les reflets, soit par de l'alopécie de léchage. Quand le chien se lèche de trop, ça finit par créer des plaques, des desquamations de la peau, des rougeurs, des croûtes, voire s'automutiler, se ronger complètement. Donc on peut agir en mettant des pansements, voilà. Mais il faut trouver le pourquoi du comment. Ça, seule la consultation comportementale peut le trouver. Parce que si vous agissez uniquement sur la pathologie, c'est-à-dire sur ça le gratte, il faut bander, panser, mettre du lait anti-démangeaison, des choses comme ça, c'est comme quelqu'un qui a une douleur, mal aux dents, il va prendre de l'aspirine, ça n'empêche pas la dent de pourrir. Exactement. Donc il faut trouver la cause pour pouvoir gérer la cause, régler la cause et pour pouvoir donc après enlever l'activité de substitution. Donc allez voir un comportementaliste animalier si vous avez là avec votre chien ou avec votre chat. Merci Magali pour ces explications. Bref, tout à l'heure, est-ce que vous avez des animaux, docteur? Oui, 2 chats. 2 chats. Je me suis déjà entretenu avec ma voisine. Je l'ai vu tout à l'heure. Je l'ai vu. Parce que Magali Lettler, notre comportementaliste animalier, eh bien vous allez nous parler des troubles du comportement. Troubles du comportement, donc on lisait tout à l'heure, alimentaire, dipsique également quand le chien ou le chat boit trop. Alors si tout d'abord on constate que notre chien ou notre chat a tendance effectivement à manger tout ce qui lui passe, trop ou pas du tout. Oui. Parce qu'en fait, dans le trouble alimentaire, il y a anorexie, boulimie. Donc, anorexie, il ne mange plus. Boulimie, il mange de trop. Trouble du comportement dipsique, c'est-à-dire qu'il boit beaucoup. Donc, toute première chose à faire quand un propriétaire constate ça chez son animal, c'est d'aller chez le vétérinaire voir s'il n'y a pas une pathologie qui se cache derrière ce dérèglement comportemental. En fait. Quelles sont ces pathologies? Ça peut être le diabète, ça peut être l'insuffisance rénale, ça peut être plein de choses. Donc, premier réflexe, on va voir le vétérinaire. Alors, le vétérinaire nous dit tout roule, la machine est parfaite. Tout roule, il n'y a rien, il n'y a pas de problème. Alors là, il va falloir aller voir un comportementaliste parce que donc il y aura un trouble du comportement. Trouble du comportement, ok, ça vient d'où? Ça vient de quoi? Un animal qui devient anorexique ou boulimique, que ce soit chien ou chat, parce que les deux sont atteints par ce genre de problème, c'est suite à un choc psychologique, émotionnel auquel l'animal ne peut pas faire face. Ça peut être quoi, un décès par exemple? Un décès, un abandon, un changement de propriétaire. Un chien passé dans un chenil pendant les vacances, 15 jours, 3 semaines, ça peut aussi Oui, être ça peut. Un chien ou un chat qui a l'habitude de vivre avec un autre chien, un autre chat qui décède, ou qu'il ne se sent pas assez aimé, ou qui a un problème X ou Y. Donc c'est au comportementaliste de trouver la cause pour pouvoir la traiter et pour après faire disparaître ce mauvais comportement et ramener l'animal à la norme. La boulimie, c'est grave dans le sens où l'animal va devenir obèse. Donc il va y avoir tout ce qui est troubles cardiovasculaires, problèmes d'articulation, de dos, Donc là, on a l'impression que c'est etc. plus facile. On lui retire la nourriture. En tout cas, on lui en donne un petit peu moins. Voilà, chez le chien. Chez le chien, mais chez le chat, c'est peut-être plus compliqué puisque lui s'autorégule. Ah bah oui, le chat, il doit s'autoréguler. Il mange à peu près 20 fois par jour, des toutes petites quantités. Et si on lui enlève l'alimentation au chat, il y aura d'autres pathologies qui vont se greffer là-dessus et ça n'ira pas du tout. Donc le chien, on le règle, on le restreint. Le chat, lui, il va falloir se faire suivre par un comportementaliste pour aider, parce qu'il va falloir mettre en place des thérapies de relance de motivation, lui faire du sport, le faire bouger pour qu'il maigrisse. Et il y a des distributeurs à alimentation ludique qui permettent aussi de régler ça, d'aider le comportementaliste à régler ce problème pour que le chat s'autorégule de nouveau. L'anorexie, c'est beaucoup plus problématique parce que l'animal, à la finalité, va se laisser mourir. Il va décéder. Le goût et l'envie de manger, quoi. Il faut lui donner goût et envie de manger. C'est pas en rajoutant des steaks hachés, du thon ou je ne sais quoi. Un petit peu de sauce, ça ne mangera pas, quoi. Non, après, il ne mangera plus. Il va falloir faire une thérapie de relance de motivation. Donc, allez voir les comportementalistes animaliers. Vous n'avez jamais traité d'escargot? Non, là, je ne saurais pas comment agir. Parce que justement, on en parle dans cette émission après l'éclosion de l'œuf. Le petit escargot est lâché en plein air et au cours des 5 prochains mois, eh bien, sa taille va être multipliée, Régine, je crois, par 100. Alors David, là, on est dans la North